La péninsule ibérique de la fin du XVe siècle était une mosaïque de tensions religieuses, de fractures politiques et d'ambitions dynastiques. Après des siècles marqués par des guerres frontalières, des pactes instables et des conflits entre maisons nobles, l'ascension au trône d'Isabelle de Castille et de Ferdinand d'Aragon inaugura un projet d'unification politique visant avant tout la stabilité. Cependant, le cœur de ce projet ne reposait pas uniquement sur l'aspect militaire ou administratif. Il exigeait également une homogénéité spirituelle capable de soutenir le nouveau pouvoir. Dans ce contexte, l'idée de créer un tribunal religieux contrôlé directement par la couronne devint un outil fonctionnel pour centraliser l'autorité et discipliner une société secouée par la méfiance mutuelle entre vieux chrétiens, conversos et minorités religieuses. La figure juridique de l'Inquisition n'était pas nouvelle. Elle existait depuis le XIIIe siècle comme un organisme ecclésiastique dédié à la persécution de l'hérésie au nom du pape. Elle avait agi en France contre les cathares et dans la péninsule contre divers foyers dissidents dispersés. Mais cette inquisition médiévale, gérée directement par Rome, ne possédait pas de pouvoir structurel dans les royaumes hispaniques. En 1474, année où Isabelle accéda au trône castillan, l'institution avait perdu de sa vigueur et n'opérait que dans des cas isolés. Ce fut la couronne qui vit dans cet appareil assoupi la possibilité de le modeler à sa convenance. Un tribunal qui, bien que dépendant formellement du pape, répondrait en pratique aux intérêts concrets du nouvel État unifié. Le contexte immédiat qui impulsa cette initiative fut la préoccupation croissante concernant les conversos juifs. Depuis le milieu du XVe siècle, des milliers de juifs s'étaient baptisés, certains par conviction, d'autres sous pression sociale ou par violence directe, s'intégrant formellement à l'Église. Mais le ressentiment et la suspicion quant à leur véritable pratique religieuse ne cessaient de croître parmi la population chrétienne. Les troubles de 1449 à Tolède, l'expansion des statuts de pureté de sang et les rumeurs au sujet de synagogues clandestines alimentaient l'idée que la foi catholique était minée de l'intérieur par des supposés chrétiens continuant à pratiquer le judaïsme en secret. Les rois catholiques comprirent que la situation menaçait la stabilité sociale et que contrôler ce phénomène renforcerait leur prestige politique. Mais ils percevaient également qu'un tribunal strictement papal échapperait à leur influence directe. Ils avaient besoin d'un mécanisme spirituel aligné sur leur projet politique. En 1477, lors d'une visite à Séville, Isabelle fut témoin du profond malaise entre vieux chrétiens et conversos. La tension avait atteint son paroxysme et la pression populaire réclamait des mesures exemplaires. Dans cette atmosphère chargée, les monarques entamèrent des démarches à Rome pour demander au pape Sixte IV la création d'une inquisition propre, c'est-à-dire dépendante du pape mais contrôlée administrativement par la couronne espagnole. La demande n'était pas habituelle, elle signifiait doter un pouvoir séculier d'un instrument théologique pour juger l'orthodoxie. Pourtant, Sixte IV accepta, en partie en raison de l'influence croissante des rois catholiques en Europe et en partie parce qu'il percevait la situation en Castille comme nécessitant un contrôle urgent des conversos. Le 1er novembre 1478, par la bulle Exigit Sincerae Devotionis, le pape accorda l'autorisation officielle. Le document permettait aux monarques de nommer leurs propres inquisiteurs dans leur royaume avec pleine juridiction en matière de foi. Toutefois, bien que la bulle définit la base canonique, ce furent les rois catholiques qui structurèrent le fonctionnement concret du tribunal, l'adaptant à leurs besoins. Le Saint-Office qui en résulta ne fut pas une simple extension de l'Inquisition médiévale. Ce fut un organisme hybride, religieux dans son fondement mais profondément politique dans son objectif. La mise en œuvre fut progressive. En 1480, le premier tribunal fut établi officiellement à Séville, une ville comptant un grand nombre de conversos et une vie économique intense. Les premiers inquisiteurs, Miguel de Morillo et Juan de San Martin, commencèrent immédiatement à recevoir des dénonciations et à enquêter sur des cas supposés de judaïsants. La réponse sociale initiale fut complexe, tandis que certains secteurs de vieux chrétiens se réjouissaient de l'arrivée d'un outil validant leurs soupçons, d'autres craignaient l'instabilité que pourrait générer un tribunal ayant le pouvoir de confisquer des biens, d'emprisonner sans préavis et d'intervenir dans la vie privée. Même les ecclésiastiques observaient avec inquiétude qu'un organe aussi puissant dépendit davantage de la couronne que du clergé. En quelques mois,
Le tribunal de Séville mena ses premières enquêtes massives. Le système reposait largement sur les dénonciations anonymes, ce qui encourageait la participation populaire, mais ouvrait également la porte aux vengeances personnelles et aux rivalités économiques. Malgré cela, pour les rois catholiques, le mécanisme fonctionnait. Il envoyait un message clair sur la défense de l'orthodoxie, renforçait leur autorité dans des villes où le pouvoir local était instable et servait à discipliner des groupes soupçonnés de loyauté divisée. L'Inquisition naissante ne poursuivait pas encore les protestants, les illuminés ni les humanistes. Son objectif initial était clair, réguler le monde converso et garantir par la coercition l'unité religieuse. La croissance du tribunal fut rapide. En 1482 fut nommé le premier grand inquisiteur, Thomas de Torquemada, une figure clé de la consolidation du système. Torquemada, confesseur de la reine Isabelle, était un dominicain austère, profondément convaincu de la nécessité de purifier la foi. Sa nomination renforça non seulement l'autorité du Saint-Office, mais établit aussi une structure hiérarchique stable, avec des tribunaux répartis sur tout le territoire et un modèle administratif centralisé. Sous sa direction, l'Inquisition cessa d'être un instrument isolé pour devenir un réseau judiciaire traversant toute la société castillane. L'arrivée de Torquemada coïncida avec la phase la plus rigide du tribunal. Des procédures furent définies, des prisons spécifiques furent construites et des manuels fondés sur le droit canon furent élaborés pour réguler les interrogatoires. Le Saint-Office développa un style particulier d'action, secret procédural, isolement des accusés, présomption de culpabilité en cas de suspicion répétée et un système de confiscation qui, au-delà de sa justification doctrinale, contribuait au financement de la machine inquisitoriale. Les rois catholiques, conscients de l'impact économique et politique de ces mesures, permirent à l'Inquisition de fonctionner presque comme un bras de l'État, capable d'intervenir là où l'autorité civile rencontrait de la résistance. À la fin des années 1480, le tribunal était déjà devenu une institution redoutée, efficace et politiquement utile. Les monarques y trouvèrent un mécanisme pour assurer leur projet d'unification religieuse, un projet qu'ils considéraient indispensable pour consolider la nouvelle Espagne qu'ils construisaient. Dans ce cadre se clôturait la première étape du Saint-Office, la justification papale, l'organisation initiale, la figure de Torquemada et l'expansion territoriale avaient donné forme à l'un des organismes les plus puissants de l'histoire européenne. L'objectif initial, les conversos juifs. Le foyer originel de l'Inquisition espagnole ne fut pas une hérésie abstraite ni un désir général de purifier la foi, mais un phénomène profondément social. La méfiance envers les conversos juifs. Depuis le XIVe siècle, la péninsule avait été le théâtre de tensions interreligieuses qui éclatèrent avec violence en 1391, lorsqu'une vague de pogroms dévasta les quartiers juifs de Séville, Cordoue, Valence et d'autres villes. Des milliers de juifs périrent et des dizaines de milliers furent baptisés pour sauver leur vie. Cette conversion massive, imposée par la terreur et non par une conviction spirituelle, marqua des générations. Les nouveaux chrétiens, appelés conversos ou nouveaux chrétiens, s'intégrèrent à la vie sociale, économique et administrative, mais leur présence éveillait des soupçons constants parmi les vieux chrétiens qui les considéraient comme une menace pour la pureté religieuse et un facteur d'instabilité. Au cours du XVe siècle, les conversos accédèrent à des charges municipales, se distinguèrent comme collecteurs d'impôts, commerçants, banquiers ou médecins. Beaucoup prospérèrent rapidement, ce qui attisa les jalousies et des tensions économiques. L'idée qu'ils continuaient à pratiquer en secret le judaïsme devint une rumeur persistante circulant dans les sermons, les marchés et les cours locales. Peu importait que de nombreux conversos eussent sincèrement adopté la foi chrétienne. La suspicion planait sur tous, sans distinction. De Tolède à Cordoue, les statuts de pureté de sang proliféraient et faisaient de l'ascendance juive une marque sociale que le baptême ne suffisait pas à effacer. Dans ce climat, la figure du judaïsant secret, c'est-à-dire le nouveau chrétien observant des pratiques mosaïques sans renoncer publiquement au christianisme, devint l'ennemi idéal pour justifier un tribunal chargé de surveiller de près l'orthodoxie. Lorsque l'Inquisition fut instaurée officiellement à Séville en 1480, elle concentra justement son attention sur cette suspicion. Déterminer s'il existait des conversos qui, malgré leur baptême, continuaient d'allumer des bougies à l'entrée du sabbat,
de respecter des régimes rituels, de réciter des prières hébraïques ou de rendre discrètement visite à des rabbins exilés. La logique inquisitoriale reposait sur une prémisse rigide. Puisque le baptême marquait un engagement éternel envers la foi chrétienne, tout retour au judaïsme constituait une apostasie grave. Et cette apostasie, dans la vision théologique du XVe siècle, devait être examinée avec sévérité. Les premières enquêtes révélèrent ce que la couronne s'attendait à trouver, des cas isolés de familles conservant certaines coutumes juives, que ce fût par nostalgie culturelle ou par tradition familiale. Mais l'Inquisition transforma ces exceptions en un phénomène généralisé. L'usage de dénonciations anonymes fit exploser le nombre d'accusations. Il suffisait de la suspicion d'un voisin rancunier ou d'un concurrent économique pour ouvrir un procès. La machine inquisitoriale répondait à une logique bureaucratique. Chaque dénonciation devait être explorée, chaque témoignage consigné, chaque comportement suspect analysé à la loupe. Avec le temps, cette dynamique engendra un climat de peur permanente parmi les conversos, qui surveillaient chaque geste du quotidien pour éviter toute interprétation ambiguë. Les audiences inquisitoriales se fondaient sur la déclaration de témoins pouvant rester anonymes, ce qui garantissait la collaboration de la population sans crainte de représailles. Des listes de pratiques jugées judaïsantes furent établies. Se baigner le vendredi après-midi, éviter la consommation de porc, porter des vêtements propres à l'entrée du sabbat ou réciter des prières familiales. L'Inquisition considérait ces comportements comme des preuves d'une apostasie cachée, même lorsqu'ils relevaient d'habitudes domestiques sans caractère religieux. Le tribunal recherchait des schémas, non des confessions volontaires, et les inquisiteurs agissaient avec la conviction d'éradiquer une menace pour l'unité chrétienne. L'impact social fut immédiat. Des familles entières furent arrêtées pour être interrogées, des communautés entières se retrouvèrent paralysées et de nombreux conversos commencèrent à rivaliser pour afficher une orthodoxie plus stricte que celle des vieux chrétiens. Présence constante à la messe, ostentation de symboles religieux, dénonciation volontaire d'autres conversos pour détourner les soupçons. Ce phénomène créa une spirale de délation qui renforça le pouvoir du Saint-Office. L'Inquisition, loin d'enquêter seulement d'en haut, se nourrissait d'en bas, de rancœurs locales, de tensions familiales et de conflits économiques auxquels elle donnait un vernis religieux. Dans des villes comme Séville, Cordoue, Tolède et Ciudad Real, les premières années du tribunal furent marquées par des procès massifs. Les prisons du Saint-Office se remplirent rapidement et les confiscations de biens commencèrent à financer l'expansion de l'institution. Pour la couronne, cela représentait un double avantage. D'une part, cela renforçait l'unité religieuse jugée nécessaire pour le projet politique qu'elle consolidait. D'autre part, cela générait des ressources à un moment où la guerre de Grenade absorbait des fonds énormes. Bien que les rois catholiques n'aient jamais déclaré ouvertement que l'Inquisition devait être un instrument économique, il est évident que la confiscation de biens facilitait le financement de l'appareil administratif et judiciaire du tribunal. La figure de Thomas de Torquemada joua un rôle décisif dans cette étape. Convaincu que la communauté converso-juive représentait un risque spirituel pour le royaume, il impulsa une surveillance stricte et homogène dans tous les tribunaux. Sous sa supervision, le Saint-Office se déploya vers la vieille Castille, l'Aragon, la Catalogne et Valence. L'Inquisition cessa d'être un tribunal localisé pour devenir un réseau institutionnel systématique. Torquemada promut également la création de manuels de conduite inquisitoriale établissant des normes précises. Comment interroger, quand utiliser la torture, quels signes devaient être interprétés comme hérésie et comment procéder en cas de suspicion sur des groupes entiers. L'effet fut une atmosphère de contrôle permanent. Les conversos modifièrent leur vie pour éviter toute interprétation malveillante. Ils changeaient leurs habitudes alimentaires, adoptaient des prénoms ouvertement chrétiens, recherchaient des mariages avec des vieux chrétiens et évitaient de se réunir en public entre eux. Malgré cela, la suspicion restait difficile à dissiper. Même ceux qui accédaient à des postes importants ou affichaient une grande piété pouvaient être dénoncés pour des motifs futiles. L'Inquisition avait transformé la foi en un espace sous surveillance. La pression s'accrut dans les années 1490, alors que la guerre de Grenade entrait dans sa phase finale et que le discours d'unité religieuse devenait un élément essentiel du pouvoir royal. Consolider la victoire militaire sur le dernier royaume musulman impliquait aussi de purifier idéologiquement la société chrétienne. Pour les conversos,
Ce moment signifia une intensification de la vigilance inquisitoriale. Le tribunal pourchassait toute trace de dissidence et le faisait avec une rigueur croissante. En même temps, les vieux chrétiens voyaient dans l'Inquisition un outil validant leurs préjugés et renforçant leur supériorité sociale. La notion de pureté de sang devint un critère d'accès aux charges publiques, aux ordres religieux et aux universités. La présence de conversos dans des positions d'autorité, autrefois tolérée malgré les tensions, devint un enjeu politiquement explosif. L'Inquisition agissait comme l'arbitre invisible, capable de légitimer ou de détruire des réputations. À la fin du XVe siècle, le Saint-Office avait atteint son premier grand objectif, discipliner et contrôler la communauté converso-juive, créant un modèle de surveillance qui allait bientôt s'étendre à d'autres minorités. La structure du Saint-Office. L'Inquisition espagnole, telle qu'elle s'est finalement configurée entre les années 1480 et 1490, ne fut ni une simple extension de l'autorité ecclésiastique ni un tribunal improvisé destiné à poursuivre les déviations doctrinales. Sa force et sa durabilité s'expliquent par la complexe architecture institutionnelle qui la soutenait. Une machinerie juridique, administrative et financière conçue pour fonctionner sur tout le territoire avec une efficacité presque bureaucratique. Sa structure interne reflétait la mission que les rois catholiques lui avaient confiée. Garantir l'orthodoxie religieuse et, de manière non déclarée mais évidente, renforcer la centralisation politique de l'État. Au sommet de cette structure se trouvait l'inquisiteur général, figure imposée après la nomination de Thomas de Torquemada au poste en 1483. Bien que nommé par le pape, l'inquisiteur général agissait en pratique sous l'aval direct de la couronne. Son autorité était absolue au sein du Saint-Office. Il supervisait les tribunaux locaux, nommait les inquisiteurs, définissait les procédures, établissait les manuels de conduite, révisait les appels et recevait des rapports constants sur les procès en cours. L'inquisiteur général devenait ainsi l'axe d'un réseau hiérarchique répondant à la fois à Rome et au pouvoir royal, même si ce dernier influençait de manière décisive chaque étape du fonctionnement interne. Le bureau de l'inquisiteur général travaillait avec une institution clé, le Conseil suprême de l'Inquisition, également connu sous le nom de Suprema. Cet organe collégial composé de juristes et de théologiens de confiance était l'instance qui surveillait l'activité de tous les tribunaux du royaume. Il établissait des critères communs, uniformisait les sentences, résolvait les divergences et agissait comme un centre de contrôle administratif. La Suprema avait son siège en Castille et son rôle était double. D'une part, éviter les excès locaux pouvant nuire à la légitimité du tribunal. D'autre part, veiller à ce qu'aucun territoire ne s'écarte trop des lignes fixées par la couronne et par l'inquisiteur général. Sous ce sommet se déployait le véritable réseau du Saint-Office. Les tribunaux locaux, installés dans des villes stratégiques comme Séville, Tolède, Cordoue, Valladolid, Valence, Saragosse, Barcelone, Grenade, Majorque ou Llerena. Chacun était composé d'un ensemble d'officiers aux fonctions strictement définies. Le cœur de cette équipe était formé par les 2 inquisiteurs titulaires, généralement des clercs dotés d'une solide formation théologique et d'une expérience en matière juridique. Leur responsabilité principale était de conduire les procès, analyser les dénonciations, autoriser les arrestations, ordonner les interrogatoires et prononcer les sentences. Toutefois, ils agissaient rarement seuls. Leur autorité était complétée par un groupe de spécialistes garantissant le fonctionnement précis du système. Parmi ces fonctionnaires se trouvait le procureur du Saint-Office, figure clé dans la logique procédurale inquisitoriale. Loin d'être un accusateur personnel, le procureur agissait au nom de la foi et de l'institution. Sa tâche consistait à synthétiser les dénonciations, présenter les charges, argumenter la culpabilité de l'accusé et demander des peines proportionnées à la gravité du délit. Le procureur s'appuyait sur des rapports, rumeurs, déclarations et témoignages recueillis lors des phases préalables. Son rôle transformait la suspicion sociale en matière juridique. Pour soutenir cette machinerie, le tribunal comptait sur un notaire ou greffier chargé d'enregistrer méticuleusement chaque acte procédural. Déclaration, interrogatoire, inventaire de biens, comparution et sentence. L'écriture notariale constituait le pilier de la légitimité du Saint-Office. Ce qui n'était pas consigné par écrit n'existait pratiquement pas.
Et la précision de ces documents permettait à la Suprema de revoir les cas et de corriger les erreurs. L'enregistrement détaillé, uni au secret procédural, transformait chaque dossier en un univers fermé auquel seuls les fonctionnaires autorisés pouvaient accéder. Aux côtés du notaire se trouvait l'huissier, chargé d'exécuter les ordres du tribunal. Arrêter les accusés, les conduire aux prisons secrètes, garder leurs biens et garantir la sécurité des inquisiteurs lors des séances publiques. À un niveau inférieur opéraient les familiers du Saint-Office, la figure la plus polémique de l'Inquisition. Ces familiers représentaient l'extension du tribunal dans la vie quotidienne, des citoyens laïcs autorisés à porter des armes et à agir comme informateurs, surveillants et collaborateurs des inquisiteurs. Leur présence inspirait la crainte, car ils pouvaient intervenir au nom du tribunal sans préavis, recueillir des informations sensibles et les transmettre aux officiers inquisitoriaux. Être familier de l'Inquisition donnait du prestige, une protection légale et parfois des opportunités économiques. Cela poussait beaucoup à aspirer à ce poste qui devenait un mécanisme de contrôle social capillaire. Les tribunaux locaux s'appuyaient également sur un système de visiteurs envoyés par la Suprema pour inspecter périodiquement le fonctionnement de chaque siège et prévenir les abus. Ces visiteurs avaient autorité pour auditer les procès, examiner les archives, interroger les fonctionnaires et vérifier que les prisons respectaient des normes minimales d'hygiène et d'ordre. Bien que leur présence visât à éviter des excès susceptibles de mettre en péril la réputation du Saint-Office, elle renforçait également le contrôle central sur les territoires les plus éloignés. Un autre élément structurel important était les prisons secrètes, généralement situées dans les bâtiments annexes au tribunal. Ces prisons n'étaient pas conçues pour punir, mais pour isoler les accusés pendant la durée du procès. Bien que les conditions variassent selon le tribunal et l'époque, leur fonction était de garantir que les accusés ne puissent pas communiquer avec l'extérieur, détruire des preuves ou coordonner des témoignages. L'isolement permettait aux inquisiteurs de maintenir un contrôle total sur l'information et, associé à la crainte de la torture, contribuait à briser émotionnellement les détenus. Les prisons étaient divisées en cellules individuelles et collectives et l'accès aux prisonniers se faisait selon des protocoles stricts. La structure financière de l'Inquisition était tout aussi sophistiquée. Le tribunal se finançait grâce à diverses sources: confiscation des biens des condamnés, amendes, dons, sang et revenus ecclésiastiques. Chaque tribunal local administrait son propre trésor, supervisé par un comptable et un receveur, qui tenaient des registres détaillés des recettes et des dépenses. Cet aspect économique renforçait l'autonomie du Saint-Office et permettait son expansion sans dépendre entièrement de la couronne ou des autorités ecclésiastiques. La confiscation des biens transformait en outre chaque procès en entreprise potentiellement rentable, alimentant l'idée que l'Inquisition poursuivait les conversos pour des motifs financiers autant que doctrinaux. Le système inquisitorial disposait également d'un engrenage éducatif et doctrinal, les censeurs. Ces spécialistes examinaient textes, sermons, manuscrits et documents imprimés afin d'y détecter des erreurs théologiques ou des déviations doctrinales. Leur rôle devint crucial au XVIe et XVIIe siècle lorsque l'humanisme, la réforme protestante et l'expansion de l'imprimerie menaçaient d'introduire des idées considérées comme dangereuses. Bien que leur fonction se développe pleinement dans des chapitres ultérieurs, dès les premières années, l'Inquisition manifestait un intérêt marqué pour le contrôle de la circulation des idées. Toute cette structure avait un objectif clair: transformer la suspicion en procédure, la procédure en sentence et la sentence en acte public, réaffirmant l'autorité du Saint-Office. La force du système résidait dans sa capacité à opérer sur de multiples plans, qu'ils soient juridiques, sociaux, politiques ou symboliques, sans perdre sa cohérence interne. L'uniformité de ces méthodes garantissait qu'une accusation à Séville suivrait des critères similaires à celles déposées à Saragosse ou à Barcelone. Cette homogénéité alimentait la perception d'inévitabilité. L'Inquisition pouvait être partout. La structure se perfectionna au fil des décennies, mais les fondements établis dès la phase initiale définissaient la nature du Saint-Office pendant des siècles. Un tribunal alliant bureaucratie, théologie, surveillance sociale et coercition, capable d'intervenir dans l'intimité des citoyens et de projeter l'autorité de la couronne sur tout le territoire. Cette machinerie s'activait pleinement au moment d'enquêter, d'interroger et d'obtenir des aveux, processus dans lesquels la méthode inquisitoriale atteignait son expression la plus redoutée. Méthode de recherche et de torture.
Le pouvoir de l'Inquisition ne résidait pas uniquement dans sa structure juridique ni dans l'étendue de sa juridiction territoriale, mais dans la manière dont elle enquêtait, interrogeait et obtenait des aveux. Sa méthode combinait une solide base juridique issue du droit canon avec un mécanisme de coercition psychologique et physique destiné à briser la résistance de l'accusé. L'efficacité du Saint-Office dépendait précisément de cet équilibre entre procédure formelle et pression émotionnelle, un équilibre qui transformait chaque procès inquisitorial en une expérience dévastatrice pour ceux qui tombaient dans son orbite. Le point de départ de toute enquête était la dénonciation, qui pouvait être anonyme et provenir de n'importe quel membre de la communauté. L'Inquisition encourageait explicitement les fidèles à signaler les comportements suspects au moyen de sermons, d'édits et de visites pastorales. Ce système transformait les tensions sociales, les rivalités familiales et les conflits économiques en matière procédurale. Une fois la dénonciation reçue, les inquisiteurs l'examinaient afin de décider s'il existait suffisamment d'indices pour ouvrir une enquête formelle. L'accusé ignorait tant l'existence de la dénonciation que l'identité de ceux qui l'avaient présentée. Si le soupçon était jugé fondé, le tribunal émettait un mandat d'arrêt. L'arrestation pouvait avoir lieu de jour comme de nuit sans préavis, et généralement sans permettre à l'accusé de faire ses adieux à sa famille ou de chercher un conseil juridique. Une fois enfermé dans les prisons secrètes, le processus restait entièrement sous le contrôle du tribunal. Contrairement à la justice civile, la justice inquisitoriale imposait un strict secret procédural. L'accusé ne savait ni qui l'avait dénoncé, ni quelles preuves existaient contre lui, ni qui témoignerait pendant le procès. Cet isolement garantissait non seulement la sécurité des témoins, mais créait aussi une atmosphère d'incertitude qui affaiblissait émotionnellement l'accusé. La procédure judiciaire suivait une séquence précise. Tout d'abord avait lieu l'audience des charges, une lecture formelle des accusations rédigées par le procureur du Saint-Office. L'accusé pouvait répondre, mais sa défense était limitée par l'ignorance des témoins et des preuves. L'Inquisition permettait la présentation de inhibitions, c'est-à-dire des listes de possibles ennemis personnels susceptibles d'avoir porté plainte pour des motifs fallacieux. Cependant, cette pratique servait rarement à inverser le cours du processus. Les inquisiteurs pouvaient ignorer l'inhibition s'ils considéraient les preuves suffisantes. La base des enquêtes reposait sur l'accumulation de témoignages. Les témoins déclaraient hors de la présence de l'accusé et leurs propos étaient consignés par le notaire du tribunal. Les déclarations étaient classées selon leur caractère direct ou indirect, mais même les rumeurs pouvaient être considérées comme des indices lorsqu'elles provenaient de multiples sources. La logique inquisitoriale supposait que l'hérésie était un délit caché et donc difficile à prouver par des preuves matérielles, d'où l'importance des schémas de comportement et des signes interprétés comme des pratiques judaïsantes, morisques ou hérétiques. Lorsque les déclarations et les preuves ne suffisaient pas à obtenir un aveu, les inquisiteurs pouvaient recourir à un outil redouté, la torture judiciaire. Son usage était réglementé par le droit canon, qui ne la justifiait que lorsqu'il existait des indices véhéments de culpabilité et que l'accusé persistait à nier les charges. Bien que l'Inquisition affirmât que la torture ne devait pas provoquer de saignement ni de mutilation permanente, en pratique, les techniques employées causaient une souffrance extrême. Parmi les méthodes les plus utilisées se trouvait le chevalet, une table ou tréteau, où l'accusé était attaché par les pieds et les mains, tandis que des cordes tendues étiraient et disloquaient ses articulations. La progression du supplice dépendait de la résistance de l'accusé et de l'évaluation des inquisiteurs. Une autre méthode courante était la garrucha, une poulie située au plafond. L'accusé était élevé par les bras liés dans le dos, puis laissé tomber brusquement sans toucher le sol, ce qui provoquait des dislocations traumatiques. Dans certains cas, on ajoutait des poids aux pieds pour intensifier la douleur. Le toka, ou torture de l'eau, était peut-être la méthode la plus inquiétante. L'accusé était immobilisé tandis qu'on lui introduisait un tissu dans la bouche et qu'on versait de grandes quantités d'eau, produisant une sensation d'étouffement et d'asphyxie. Bien qu'elle ne laissât pas de marques visibles, cette méthode engendrait une terreur profonde et une angoisse psychologique capable de briser même les plus résistants. L'Inquisition défendait cette méthode comme une forme contrôlée de pression, mais les conséquences physiques pouvaient être sévères. Il est important de souligner que la torture n'était pas appliquée dans tous les procès, ni de manière indiscriminée. Son usage était soumis à une autorisation spécifique
et devaient être consignés par écrit. Cependant, la simple possibilité d'y être confronté avait un effet dévastateur. Beaucoup d'accusés confessaient avant d'être soumis au supplice par peur de la douleur ou par désespoir dans les prisons secrètes. L'Inquisition insistait pour que les confessions obtenues sous la torture soient ensuite ratifiées, sans contrainte, pour être considérées comme valides, mais la pression psychologique de l'emprisonnement faisait qu'ils se rétractaient rarement. La procédure inquisitoriale incluait également la notion de confession spontanée, encouragée par des édits de grâce qui offraient des peines moindres à ceux qui venaient volontairement reconnaître des pratiques hérétiques. Cette stratégie permettait au tribunal d'obtenir des confessions massives et d'élargir son champ de surveillance. En période de suspicion généralisée, les édits de grâce pouvaient provoquer une vague de délation interne au sein des communautés converses ou morisques. Une fois l'enquête achevée, le tribunal élaborait la sentence, qui pouvait aller de simples pénitences comme des jeûnes, des prières ou le port du San Benito, à la confiscation des biens, la prison perpétuelle ou la remise du condamné au bras séculier pour son exécution. L'Inquisition, au sens juridique, n'exécutait pas la peine de mort. Elle remettait le condamné à l'autorité civile avec la recommandation d'une peine sévère, ce qui signifiait en pratique le bûcher. Cette procédure permettait à l'institution de maintenir une distance formelle vis-à-vis de l'acte final, bien que la sentence inquisitoriale déterminât entièrement le destin du condamné. L'accent mis sur le secret, la capacité d'isolation, la pression psychologique, l'usage réglementé de la torture et l'élaboration méticuleuse des dossiers transformèrent les procès inquisitoriaux en un engrenage capable de briser des volontés. Il ne s'agissait pas seulement de découvrir la vérité, mais de la produire selon les paramètres établis par le tribunal. La confession devenait l'aboutissement d'un processus conçu pour manifester l'autorité indiscutable du Saint-Office. Les grands autodafés. Les autodafés furent la manifestation publique la plus visible, théâtrale et ritualisée du pouvoir inquisitorial. Si les interrogatoires secrets et les prisons cachées constituaient l'engrenage silencieux du Saint-Office, les autodafés en étaient le visage cérémoniel, un spectacle soigneusement conçu pour renforcer l'autorité religieuse et politique, intimider la population et mettre en scène la victoire de l'orthodoxie sur la dissidence. Ces cérémonies, qui atteignirent leur apogée entre les XVIe et XVIIe siècles, combinaient liturgie, procession, justice pénale et scénographie urbaine dans un événement pouvant durer des heures, voire des jours, et rassembler des foules venues de toute la région. L'autodafé commençait bien avant la journée publique. La préparation impliquait des semaines d'organisation auxquelles participaient les autorités civiles, ecclésiastiques et du Saint-Office. En premier lieu, les inquisiteurs sélectionnaient les cas qui seraient présentés publiquement. Tous les condamnés ne participaient pas, seulement ceux dont les sentences étaient considérées comme exemplaires, soit en raison de la gravité du délit, soit en raison de l'impact social de l'accusé. L'objectif était d'offrir un message fort et symbolique à la communauté. Ensuite, on élaborait des listes détaillées énumérant les noms, délits et peines des condamnés, listes qui étaient envoyées aux autorités locales pour coordonner la logistique de l'événement. Le jour venu, la ville se réveillait transformée. Les rues principales étaient décorées de tapisseries, d'étoffes et d'emblèmes religieux, et des estrades étaient dressées pour que les autorités et les représentants des grandes familles puissent assister à la cérémonie. Dans de nombreux cas, un grand échafaud était construit sur la place centrale ou devant la cathédrale, d'où seraient lues les sentences. Dès le matin, artisans, commerçants, paysans et voyageurs des villages voisins affluaient pour assister au spectacle, qui fonctionnait comme un mélange d'actes religieux et de fêtes urbaines. La foule faisait de l'autodafé un événement social, renforçant son caractère performatif. Les condamnés, quant à eux, étaient conduits depuis les prisons secrètes jusqu'au lieu de l'autodafé. Ils portaient le San Benito, un habit de pénitence variant selon la gravité du délit. Il pouvait comporter des symboles de flammes, des figures démoniaques ou des croix vertes. Ceux condamnés à mort apparaissaient avec de hauts capirotes ornés d'indications de leurs conditions d'obstiné ou de relapse. Le trajet du tribunal jusqu'à la place se faisait en procession, accompagné de frères dominicains exhortant les condamnés au repentir. La tension émotionnelle était intense. Certains pleuraient, d'autres se montraient résignés, et quelques-uns tentaient de conserver leur calme malgré le stigmate public.
La première partie de l'auto-da-fé consistait en une messe solennelle, généralement célébrée en présence de l'évêque ou de représentants de haut rang. La liturgie marquait la dimension spirituelle de l'acte. La lutte contre l'hérésie était présentée comme un combat pour le salut de l'âme. La messe culminait avec le serment de fidélité à la foi catholique de tous les participants et autorités, y compris les magistrats civils, ce qui renforçait l'union de l'Église et de l'État dans la défense de l'orthodoxie. Venait ensuite le moment central, la lecture des sentences. Le secrétaire du tribunal, accompagné du fiscal et des inquisiteurs, lisait à voix haute les dossiers résumés de chaque condamné, leurs origines, les chefs d'accusation, l'aveu et la peine imposée. Le public écoutait en silence, seulement interrompu par des murmures, des gestes d'indignation ou des marques de compassion envers certains accusés. Les sentences pouvaient aller de l'abjuration légère, impliquant des pénitences mineures, jusqu'à la relaxation au bras séculier, c'est-à-dire la remise du condamné à la justice civile pour son exécution. La lecture des sentences avait une fonction pédagogique. Elle permettait à la population de comprendre quels comportements étaient considérés comme dangereux, quelles pratiques suscitaient la suspicion et quelles étaient les limites de l'orthodoxie. L'auto-da-fé devenait ainsi un manuel public de conduite et d'avertissement. Chaque cas, chaque phrase prononcée constituait une leçon pour les spectateurs. Rester dans les limites fixées par le Saint-Office signifiait la sécurité. S'en écarter pouvait conduire à l'échafaud. Après la lecture, les condamnés recevant des peines mineures étaient reconduits aux prisons ou obligés à accomplir des pénitences publiques, comme défiler dans la ville ou assister à des messes spécifiques. Ceux condamnés à mort étaient remis aux autorités civiles qui se chargeaient de les conduire au lieu d'exécution, généralement hors des murs de la ville. Bien que l'exécution ne fasse pas techniquement partie de l'auto-da-fé, l'association entre les deux cérémonies était inévitable. Le bûcher, symbole extrême de la purification par le feu, devint l'image la plus persistante de l'Inquisition. Le moment de l'exécution variait. Parfois, elle avait lieu le jour même, parfois le lendemain. Les autorités civiles veillaient à ce que l'acte soit public afin d'en renforcer le caractère exemplaire. Contrairement au tribunal inquisitorial, qui insistait sur une distance formelle vis-à-vis de la mort, le bras séculier exécutait la sentence avec la solennité propre au châtiment public. Il arrivait que des garrots soient appliqués aux condamnés avant l'allumage du bûcher, une pratique visant à atténuer la souffrance mais qui ne supprimait pas la charge symbolique du feu purificateur. Les auto-da-fé les plus célèbres, comme celui qui eut lieu à Madrid en 1680, prirent des dimensions presque théâtrales. Cet événement réunit des milliers d'assistants, eut la présence du roi Charles II et devint un acte politique de réaffirmation de la monarchie. Les chroniques décrivent comment la ville se para de ses plus beaux atours, comment les familles nobles rivalisèrent pour obtenir les meilleures places au balcon et comment les condamnés défilèrent devant une foule impatiente. Dans ces cas, l'auto-da-fé dépassait la fonction inquisitoriale et devenait l'expression de l'ordre social de l'époque. Cependant, au-delà du spectacle, les auto-da-fé avaient un impact profond sur la psychologie collective. L'exposition publique du châtiment produisait un effet disciplinant. Les participants comprenaient que la frontière entre orthodoxie et hérésie était rigoureusement surveillée. La combinaison de musique sacrée, de discours solennels, de symboles visuels et de sentences prononcées devant des milliers de personnes faisait de l'auto-da-fé un outil incomparable de contrôle social. Les auto-da-fé remplissaient également une fonction administrative. Ils clôturaient officiellement les procès, permettaient au tribunal d'enregistrer l'application des peines et facilitaient la réintégration contrôlée de certains condamnés dans la vie quotidienne. Ceux qui recevaient des pénitences devaient porter le San Benito pendant des années, ce qui les stigmatisait devant la communauté et renforçait la mémoire collective du châtiment. À la fin du XVIIe siècle, la splendeur des auto-da-fé commença à diminuer, bien que leur pouvoir symbolique persista durant des générations. L'expulsion des Juifs 1492. L'expulsion des Juifs des royaumes de Castille et d'Aragon en 1492 ne peut être comprise sans le climat d'hostilité religieuse, de pression sociale et de surveillance inquisitoriale qui s'était consolidé dans les décennies précédentes. Bien que la décision finale adoptée par les rois catholiques eût de multiples causes, l'Inquisition joua un rôle crucial dans la construction du discours qui légitima l'expulsion. À travers des années de procès contre les conversos,
de dénonciation de judaïsants et d'autodafé public, le Saint-Office avait créé la perception que le judaïsme constituait non seulement une minorité religieuse, mais une menace interne pour l'intégrité spirituelle du royaume. Le contexte politique était décisif. L'Espagne se trouvait à l'aube d'un changement historique. La guerre de Grenade touchait à sa fin après 10 années de campagne militaire, et l'unification territoriale sous un même projet monarchique semblait enfin à portée de main. La victoire sur le dernier royaume musulman de la péninsule renforça l'idée que l'unité religieuse était indispensable pour consolider ce projet. Il ne s'agissait pas uniquement d'une question doctrinale. Pour Isabelle et Ferdinand, la cohésion religieuse garantissait la stabilité politique, la discipline sociale et la fidélité au trône. Dans cette ambiance, la présence de communautés juives actives et culturellement fortes contrastait avec le discours d'uniformité chrétienne que les monarques promouvaient. Bien que les Juifs eussent joué un rôle fondamental dans l'économie, la médecine, l'administration et le commerce depuis des siècles, leur existence était perçue de plus en plus comme un obstacle à l'idéal d'unité. Les rumeurs selon lesquelles certains Juifs aidaient les conversos à maintenir des pratiques secrètes renforcèrent l'équation entre Juifs et danger spirituel. L'Inquisition avait enquêté sur des centaines de conversos et les avait condamnés pour judaïsme. Dans de nombreux procès, les inquisiteurs affirmaient que les accusés avaient été instruits, conseillés ou protégés par des parents ou des voisins juifs. Bien que ces affirmations manquassent souvent de preuves solides, leur répétition constante dans les sentences, sermons et autodafés créa un récit persistant. Le discours officiel du Saint-Office insistait sur le fait que l'existence même de communautés juives rendait difficile la conversion sincère des conversos. Selon cette logique, tant qu'il y aurait des Juifs vivant ouvertement dans le royaume, les conversos trouveraient en eux une référence capable de les ramener aux cérémonies de Moïse. Cette idée fut exprimée explicitement dans les rapports envoyés par l'inquisiteur général Thomas de Torquemada au roi catholique à la fin des années 1480. Torquemada soutenait que la seule façon de garantir la pureté de la foi chez les conversos était d'éliminer l'influence directe des Juifs. Il ne proposait pas leur extermination physique, mais leur expulsion. À ses yeux, la séparation radicale entre baptisés et non-baptisés était la seule voie pour empêcher le retour au judaïsme et pour protéger l'unité chrétienne. Le 31 mars 1492, quelques semaines après la prise de Grenade, les rois catholiques signèrent l'édit d'expulsion dans le palais de l'Alhambra. Le document affirmait qu'après de profondes réflexions, il avait été décidé d'expulser tous les Juifs qui n'accepteraient pas le baptême. Son argument principal reprenait la narration inquisitoriale. Il alléguait que les Juifs influençaient négativement les conversos, qu'ils les détournaient de la foi chrétienne et qu'ils maintenaient des pratiques perturbant la stabilité religieuse. La décision était irrévocable et s'appliquait à tous les Juifs de Castille et d'Aragon sans exception. L'édit accordait un délai bref, jusqu'à la fin du mois de juillet de cette année, pour quitter les territoires. Les Juifs devaient vendre leurs propriétés, liquider leurs affaires et résoudre leurs affaires légales en quelques semaines. Ils ne pouvaient emporter avec eux ni or, ni argent, ni armes, ce qui les obligeait à vendre leurs biens à des prix dérisoires. Pour beaucoup, la seule alternative à l'exil était le baptême, ce qui fit de 1492 une année de conversion massive, certaines sincères, d'autres forcées par le désespoir. Le départ des Juifs se fit en vagues. Des familles entières se dirigèrent vers le Portugal, la Navarre, l'Afrique du Nord, les territoires ottomans et les États italiens. À Lisbonne, des communautés entières d'expulsés se formèrent. À Constantinople, le sultan Bayezid II ordonna de les accueillir en affirmant que l'Espagne appauvrit son royaume en expulsant ses sages. La diaspora séfarade s'étendit dans tout le bassin méditerranéen et laissa une empreinte culturelle et linguistique durable. Dans des villes comme Thessalonique, les Juifs expulsés de la péninsule devinrent la majorité de la population pendant des siècles. Les conséquences furent profondes. Du point de vue humain, l'expulsion signifia la dislocation de familles, la perte de racines centenaires et le traumatisme d'un exil forcé. Du point de vue économique, Castille et Aragon perdirent des communautés entières d'artisans, de médecins, de commerçants, de financiers et de traducteurs. Certains milieux tentèrent de minimiser cet impact en arguant que de nombreux Juifs notables s'étaient convertis,
Mais la réalité est que la structure sociale et économique du royaume subit une transformation brutale. Pour l'Inquisition, toutefois, l'expulsion représenta un renforcement symbolique de son rôle. L'édit de 1492 confirma le récit selon lequel le tribunal avait été essentiel pour détecter le problème et justifier la nécessité d'éliminer l'influence juive. Après l'expulsion, le Saint-Office concentra ses efforts principalement sur la surveillance des conversos nouvellement baptisés. Le judaïsme public avait disparu de la péninsule, mais la suspicion ne s'était pas éteinte. Elle se déplaça vers les familles conversas, qui devaient désormais démontrer leur fidélité sans ambiguïté. L'expulsion eut également un effet disciplinant sur d'autres minorités, en particulier sur les musulmans soumis de Grenade, qui seraient bientôt confrontés à une politique similaire de harcèlement, de baptême forcé et de surveillance inquisitoriale. La machine qui avait persécuté les conversos se réorientait progressivement vers les morisques. La persécution des morisques. Après l'expulsion des Juifs et l'intensification du contrôle sur les conversos, la prochaine grande minorité à entrer dans l'horizon de l'Inquisition fut celle des morisques, des musulmans qui, après la conquête de Grenade en 1492, restèrent dans la péninsule sous des conditions pactées et furent ensuite contraints de se convertir au christianisme. Leur histoire au sein du Saint-Office fut marquée par un cycle de promesses non tenues, de profondes tensions culturelles, de soupçons de trahison interne et d'une surveillance de plus en plus sévère qui transforma la vie quotidienne de centaines de milliers de personnes. À la fin de la guerre de Grenade, les rois catholiques avaient signé les capitulations de Santa Fe et les accords ultérieurs avec le dernier sultan Nasrid Boabdil. Ces pactes garantissaient que les musulmans grenadins conserveraient leurs coutumes, leurs temples, leur structure sociale et leur liberté religieuse. En théorie, ils ne seraient pas obligés de se convertir et leur communauté pourrait s'adapter pacifiquement à la nouvelle domination chrétienne. Cependant, ces promesses durèrent peu. La pression de secteurs ecclésiastiques, la méfiance envers une population nombreuse et culturellement cohésive et le climat de triomphe spirituel après la chute de Grenade alimentèrent l'idée que la présence de musulmans pratiquants était incompatible avec l'unité religieuse du royaume. La figure clé de cette transformation fut l'archevêque Francisco Jiménez de Cisneros qui, à partir de 1499, impulsa une politique agressive de conversion dans le royaume de Grenade. Ces méthodes contrastaient avec celles de l'archevêque Hernando de Talavera, partisan d'une évangélisation progressive. Cisneros ordonna des baptêmes forcés, confisqua des livres en arabe, détruisit des manuscrits religieux et tenta d'imposer un modèle de christianisation immédiate. Le résultat fut une explosion sociale, la rébellion des Alpujarras en 1499, un soulèvement massif impliquant des milliers de musulmans grenadins lassés des pressions culturelles et religieuses. Après avoir réprimé la rébellion, la couronne réinterpréta les capitulations et déclara invalides nombre de leurs garanties. En 1502, Ferdinand et Isabelle décrétèrent que tous les musulmans de Castille devaient choisir entre le baptême et l'exil. Mais l'exil était pratiquement impossible, il n'existait pas de route sûre et les ports n'autorisèrent pas des départs massifs. Ainsi, en quelques mois, toute la population musulmane castillane devint légalement des chrétiens nouveaux de Moros, c'est-à-dire des morisques. En Aragon et à Valence, le processus serait plus graduel mais non moins inévitable. En 1526, Charles Ier décréta le baptême obligatoire dans ces territoires également. Les musulmans convertis de force, l'Inquisition assuma un nouveau rôle, surveiller la sincérité de ces conversions et détecter tout indice que les morisques continuaient à pratiquer l'islam en secret. Le tribunal, qui avait perfectionné ses méthodes au fil de décennies d'enquête sur les conversos juifs, appliqua désormais la même logique à cette communauté. Toutefois, la situation était différente. Contrairement aux conversos juifs, issus de familles intégrées depuis des générations dans la société chrétienne, les morisques conservaient une identité culturelle, linguistique et religieuse profondément enracinée. Beaucoup vivaient dans des communautés cohésives, parlaient arabe ou aljamiado et maintenèrent des traditions marquant une nette différence avec la population chrétienne vieille. L'Inquisition interpréta cette différence comme un signe de déloyauté. Il fut interdit de parler arabe, de porter des vêtements traditionnels, de pratiquer des rituels de purification,
de célébrer des mariages selon les coutumes ancestrales ou de maintenir des bains publics. Toute pratique associée à la culture islamique était examinée comme un signe possible d'hérésie. La surveillance s'étendit aux gestes quotidiens. Éviter la consommation de porc, se baigner le vendredi, réciter des prières à voix basse ou se réunir discrètement pouvait susciter des dénonciations. Des listes de conduites suspectes furent élaborées, similaires à celles utilisées contre les conversos juifs, et des visites périodiques furent ordonnées pour inspecter maisons et villages. Le système d'espionnage local joua un rôle essentiel. Des voisins chrétiens, motivés par des préjugés, des récompenses économiques ou des rivalités personnelles, dénonçaient des morisques pour des pratiques mineures. L'Inquisition recevait un flux constant d'accusations qui renforçait sa perception que l'islam clandestin persistait sous les conversions. Dans de nombreux cas, les témoignages étaient vagues ou contradictoires, mais la logique procédurale du Saint-Office privilégiait les indices sur la preuve matérielle. Un morisque pouvait être arrêté et jugé pour la simple suspicion de maintenir des coutumes culturelles héritées. La pression inquisitoriale s'intensifia en Aragon et à Valence, où les morisques constituaient une part importante de la population rurale et formaient des communautés relativement indépendantes. Les seigneurs locaux dépendaient de leur main-d'œuvre agricole et s'opposaient à une persécution trop sévère, ce qui provoqua des tensions entre l'Inquisition et la noblesse. Malgré cela, le tribunal avança, jugeant des centaines de morisques pour mahométisme dissimulé. On relève des cas où des familles entières furent jugées pour des prières dites à l'aube, des visites à des guérisseurs musulmans ou la possession de textes en aljamiado. Au milieu du XVIe siècle, la situation acquit une dimension géopolitique. La présence croissante de l'Empire ottoman en Méditerranée et les incursions de pirates barbaresques alimentèrent la crainte que les morisques agissent comme une cinquième colonne interne. L'Inquisition renforça cette idée dans ses rapports. Elle soutenait que les morisques maintenaient des liens secrets avec l'islam extérieur et que leur loyauté envers le roi était douteuse. Bien que peu de preuves soutinssent ces affirmations, l'insistance répétée du Saint-Office contribua à la perception que la population morisque constituait une menace stratégique pour la sécurité du royaume. La tension atteignit son comble avec la seconde rébellion des Alpujarras en 1568, un conflit sanglant impliquant des milliers de morisques granadins. La répression fut brutale. La population rebelle fut dispersée, tout vestige de tradition islamique fut interdit et les survivants furent obligés de s'intégrer dans des villages chrétiens d'autres régions. L'Inquisition joua un rôle essentiel dans cette phase, enquêtant sur ceux qui avaient participé ou sympathisé avec la rébellion et imposant des peines sévères incluant confiscation, emprisonnement et sentences exemplaires. Le conflit, toutefois, n'éteignit pas les soupçons. Au cours des décennies suivantes, l'Inquisition continua de documenter de supposées pratiques islamiques occultes, tandis que des secteurs influents de la cour défendaient l'expulsion définitive. Sous le règne de Philippe III et avec le soutien décisif de figures comme le duc de Lerma, cette idée finit par s'imposer. Entre 1609 et 1614, les morisques furent expulsés de tous les territoires espagnols lors d'une opération massive qui toucha plus de 300 000 personnes. Bien que l'expulsion fût une décision politique et non un acte direct du Saint-Office, l'Inquisition avait alimenté pendant des décennies le discours qui la justifia, celui d'une population qui ne s'était jamais intégrée pleinement et qui représentait une menace constante, la censure et le contrôle intellectuel. Au début du XVIe siècle, alors que l'Inquisition consolidait son autorité sur conversos et morisques, une nouvelle menace se profilait pour l'ordre religieux et politique, les idées. L'expansion de l'humanisme, l'irruption de l'imprimerie, l'arrivée de textes scientifiques, philosophiques et théologiques provenant de toute l'Europe et, finalement, la fracture de la chrétienté provoquée par la réforme protestante créèrent un scénario où le pouvoir ne dépendait plus uniquement de contrôler corps et conduite, mais aussi de surveiller pensée, lecture et discours. Dans ce contexte, le Saint-Office se transforma en un appareil de censure structuré, méticuleux et omniprésent. Le point de bascule fut l'invention de l'imprimerie, qui multiplia la capacité de diffusion du savoir. Entre 1470 et 1530, des milliers de nouveaux livres circulèrent dans la péninsule, traités médicaux, œuvres classiques, textes juridiques, sermons, bibles en latin et même en langue vernaculaire.
La technologie permettait de produire des copies rapides et peu coûteuses, ce qui réduisait la dépendance envers les scriptoria monastiques et ouvrait le marché des idées à des lecteurs variés. L'Église, habituée à un flux contrôlé de manuscrits, observa avec inquiétude l'arrivée massive de textes dont l'orthodoxie ne pouvait être garantie. En Espagne, cette préoccupation acquit une intensité particulière après 1517, lorsque Martin Luther initia la réforme protestante et que l'Europe commença à se fracturer sur le plan théologique. L'Inquisition espagnole réagit rapidement. En 1521, à peine 4 ans après les 95 thèses, les écrits de Luther furent interdits dans tous les royaumes hispaniques. Mais la réponse ne se limita pas à censurer le réformateur allemand. Le Saint-Office élabora un cadre institutionnel pour surveiller la circulation des idées. Ce système se cristallisa dans un instrument central du contrôle intellectuel, l'index des livres interdits. Le premier index officiel espagnol apparut en 1551 et fut élargi en 1559 sous l'inquisiteur général Fernando de Valdés. Contrairement à d'autres index européens, celui de l'Espagne fut particulièrement rigoureux. Il n'interdisait pas seulement des œuvres hérétiques ou protestantes, mais aussi des textes humanistes, scientifiques et philosophiques dont l'interprétation pouvait s'éloigner de l'orthodoxie. Parmi les auteurs censurés figurait Erasme de Rotterdam, dont l'influence avait été immense dans la péninsule les décennies précédentes. Copernic, dont la théorie héliocentrique était considérée comme incompatible avec certaines lectures bibliques. Et Giordano Bruno, dont la cosmologie infinie défiait l'ordre théologique traditionnel. Le fonctionnement du système était complexe. Le Saint-Office disposait de censeurs spécialisés, théologiens et juristes chargés d'examiner les livres avant leur publication ou leur importation. Ces experts analysaient chaque page, recherchaient des affirmations ambiguës, des passages dangereux ou des arguments pouvant conduire à des interprétations doctrinalement incorrectes. S'ils détectaient des problèmes, le texte pouvait être interdit, mutilé ou corrigé. On introduisait des ratures, des avertissements marginaux, des éditions expurgées ou des admonestations aux lecteurs. Rien n'échappait à la surveillance. Sermons, catéchismes, poèmes, traités médicaux, manuels de navigation, œuvres juridiques et même littérature récréative. L'imprimerie fut soumise à un double contrôle. L'octroi préalable de licence, qui obligeait les imprimeurs à solliciter une autorisation pour publier, et la révision ultérieure, qui permettait au Saint-Office de confisquer des éditions déjà distribuées. Les bibliothèques privées étaient également inspectées. Des agents inquisitoriaux réalisaient des visites pour enregistrer les rayonnages de nobles, clercs, commerçants ou professeurs universitaires à la recherche d'exemplaires interdits. La possession de certains livres n'impliquait pas toujours l'hérésie, mais elle suscitait la suspicion. Dans de nombreux cas, les propriétaires se hâtaient de remettre volontairement les volumes pour éviter un procès formel. La censure affecta profondément le monde universitaire. Salamanque, Alcalá, Valladolid et d'autres institutions furent contraintes d'adapter leurs programmes d'études aux listes de livres autorisés. Certaines œuvres d'astronomie, de médecine ou de philosophie ne pouvaient être enseignées qu'avec prudence, et des professeurs furent enquêtés pour avoir utilisé des textes suspects. La diffusion des idées renaissantes ralentit, et l'Espagne, qui au XVe siècle avait été un centre majeur de l'humanisme érasmiste, commença à s'isoler intellectuellement de l'Europe. L'index ne fut pas un catalogue stable. Il fut révisé et élargi à plusieurs reprises tout au long des XVIe et XVIIe siècles. De nouveaux mouvements mystiques, courants illuministes, traités de spiritualité individuelle, œuvres hétérodoxes et traductions bibliques en langue vernaculaire y furent ajoutés. Dans de nombreux cas, le Saint-Office n'interdisait pas seulement des livres, mais aussi des manuscrits circulant en privé. Des œuvres mystiques diffusées dans des couvents féminins, par exemple, furent surveillées de près, car l'Inquisition craignait qu'une spiritualité trop autonome ne conduise à des déviations doctrinales ou à des phénomènes comme les alumbrados. La surveillance intellectuelle ne se limita pas aux livres. Elle s'étendit aussi aux prédicateurs, théologiens et professeurs. Les sermons étaient contrôlés, surtout en période de tensions politiques ou religieuses. Les prédicateurs proposant des interprétations originales ou trop émotives pouvaient être interrogés. L'Inquisition surveilla de près les illuministes,
mouvement mystique prônant la communication directe avec Dieu et rejetant les médiations ecclésiastiques. À ce titre, la figure du frère ou de la moniale visionnaire devint objet de suspicion. La frontière entre mystique accepté et hérésie était floue et l'Inquisition la définissait au cas par cas. Une dimension moins visible du contrôle intellectuel fut le contrôle de la mémoire. Le Saint-Office exigeait que les condamnés pour hérésie portent des San Benito accrochés dans des églises ou places publiques, où ils demeuraient des années. Les San Benito ne punissaient pas seulement l'individu. Ils fonctionnaient comme des rappels publics, des avertissements permanents sur ceux qui s'étaient écartés par leurs pensées, leur foi ou leur conduite. En ce sens, la censure n'agissait pas seulement sur les livres, elle modelait aussi la mémoire collective. Malgré sa rigueur, le système inquisitorial de censure ne parvint jamais à contrôler entièrement la circulation des idées. Contrebandiers, étudiants, diplomates, marchands et marins introduisaient en Espagne des livres interdits depuis la France, l'Italie ou les Pays-Bas. Certaines œuvres étaient copiées à la main en secret, circulaient parmi des cercles d'érudits ou restaient cachées dans des bibliothèques privées. Malgré cela, le climat de surveillance constante engendra autocensure et modération intellectuelle. Beaucoup d'auteurs évitaient de développer des théories risquées, et certains scientifiques préféraient publier à l'étranger pour éviter l'examen du Saint-Office. L'Inquisition en Amérique. L'expansion de l'Empire espagnol vers l'Amérique au XVIe siècle posa un défi complètement nouveau pour l'Inquisition. Dans la péninsule, le Saint-Office avait perfectionné sa machinerie pour surveiller conversos, morisques, mystiques et lecteurs soupçonnés. Mais le Nouveau Monde était un espace différent, vaste, divers, culturellement fragmenté et doté de structures religieuses qui ne ressemblaient en rien au judaïsme, à l'islam ou aux hérésies européennes. On y trouvait des populations indigènes aux traditions millénaires, des communautés africaines amenées de force par le commerce esclavagiste, des colons espagnols d'origines diverses, des fonctionnaires civils, des ecclésiastiques, des marchands, des métis, des créoles et des voyageurs venus des coins les plus variés du monde. Ce mosaïque exigeait que l'Inquisition adapte ses méthodes, sa juridiction et sa logique de surveillance. Contrairement à ce que l'on imagine souvent, l'Inquisition ne fut pas implantée directement en Amérique dès les premières années de la conquête. Il existait des limitations juridiques claires. Les peuples indigènes, considérés comme des néophytes nouvellement évangélisés, étaient exemptés du tribunal. Leurs pratiques religieuses devaient être corrigées par des moyens pastoraux, non inquisitoriaux. L'Inquisition, telle qu'elle fonctionnait en Espagne, ne pouvait pas légalement poursuivre les indigènes pour hérésie. Ce vide fut occupé, en partie, par les missionnaires franciscains, dominicains, augustins et jésuites eux-mêmes, qui menèrent des campagnes contre les cultes préhispaniques, l'idolâtrie et les syncrétismes, mais sans les formalités du Saint-Office. La présence inquisitoriale commença de manière indirecte à travers les visiteurs épiscopaux et les tribunaux diocésains que les évêques établirent en Nouvelle-Espagne et au Pérou. Dans les premières décennies, ces tribunaux s'occupèrent d'enquêter et de punir des cas de superstition, de bigamie, de blasphème ou de pratiques religieuses considérées comme païennes. Cependant, leur autorité était limitée et ne possédait pas le poids institutionnel du Saint-Office espagnol. Bientôt surgit la nécessité de créer des tribunaux formels répondant directement à la suprême. La première étape officielle eut lieu en 1569, lorsque Philippe II ordonna la création de tribunaux inquisitoriaux pleinement constitués en Amérique. Ceux-ci n'agirèrent pas sur les indigènes, mais bien sur les Espagnols, créoles, métis, africains et étrangers, résidant dans les territoires coloniaux. L'objectif était d'empêcher l'entrée d'idées protestantes, de surveiller les conversos arrivés clandestinement, de contrôler les pratiques magiques et de freiner la diffusion de livres interdits. Les sièges principaux furent établis à Mexico, Lima et Carthagène des Indes, chacune avec juridiction sur de vastes régions du continent. Fondé officiellement en 1571, le tribunal de Mexico devint le siège inquisitorial le plus influent du continent. Sa mission principale était de surveiller la population espagnole et créole, bien qu'il ait aussi poursuivi des Africains réduits en esclavage ainsi que des affranchis, souvent accusés de sorcellerie ou de pratiques magiques. L'une de ses premières préoccupations fut l'entrée clandestine de protestants, en particulier marchands et marins anglais, flamands ou français arrivant dans les ports du golfe du Mexique.
Le tribunal enquêta sur de nombreux cas de marins prêchant des doctrines luthériennes ou calvinistes parmi les colons. Cependant, son travail ne se limita pas au protestantisme. Le tribunal enquêta également sur les crypto-juifs, descendants de conversos ayant émigré pour échapper à l'Inquisition péninsulaire. L'affaire la plus emblématique fut celle de Luis de Carvajal el Mozo et de sa famille, poursuivis en 1596 pour avoir pratiqué en secret des rituels judaïques. Leurs aveux, obtenus sous la torture, révélèrent un réseau de pratiquants s'étendant dans le vice-royaume, bien que dans de nombreux cas, les soupçons reposassent sur des rumeurs ou des rivalités commerciales. Le tribunal surveilla également la bigamie, un délit fréquent parmi les colons, se déplaçant d'une région à l'autre sans rompre des liens matrimoniaux antérieurs. Il poursuivit aussi des personnes accusées de blasphème, de sorcellerie ou de superstition, des pratiques mêlant traditions indigènes, africaines et européennes dans des formes hybrides qui déconcertaient le Saint-Office. Fondé en 1570, le tribunal de Lima avait juridiction sur le vaste territoire du vice-royaume du Pérou, comprenant des régions allant des hautes cordillères à l'Amazonie. Son travail se centra d'abord sur la poursuite d'Espagnols accusés d'idolâtrie indigène, mais rapidement ses efforts se tournèrent vers les Illuminés, les mystiques hétérodoxes, les crypto-juifs et, particulièrement, vers la censure des livres entrant par les ports de Callao et Arica. L'un des procès les plus célèbres fut celui de Francisco de la Cruz, un frère dominicain accusé en 1578 de diffuser des idées apocalyptiques et des prophéties millénaristes. Son cas refléta la crainte de l'Inquisition envers les mouvements spirituels remettant en question l'autorité ecclésiastique. Le tribunal de Lima poursuivit également de nombreux esclaves africains et afro-descendants accusés de sorcellerie ou de rituels interdits. Plusieurs témoins décrivaient des cérémonies nocturnes, des danses ou des guérisons mêlant des éléments africains à des influences indigènes, interprétés par les inquisiteurs comme des pactes démoniaques. Établi en 1610, le tribunal de Carthagène se concentra principalement sur la persécution du crypto-judaïsme, en raison de la forte activité commerciale des Caraïbes et de la présence de marchands portugais descendants de conversos. Carthagène, en tant que port-clé, était un point stratégique pour freiner l'entrée d'idées protestantes et le trafic de livres. Ce tribunal acquit une renommée pour la persécution d'Africains et d'Afro-descendants pratiquant des religions syncrétiques. Beaucoup furent accusés de sorcellerie, de possession démoniaque ou de pacte avec des forces maléfiques. Contrairement à Mexico ou Lima, Carthagène développa une machinerie spécifique pour interroger esclaves et affranchis. Bien que l'Inquisition américaine n'eut pas juridiction sur les indigènes, sa présence affecta profondément le développement religieux du continent. Les missionnaires agissaient comme une sorte d'inquisition pastorale. Ils détruisaient des temples préhispaniques, confisquaient des idoles, punissaient des pratiques rituelles et surveillaient ceux qui résistaient à abandonner leurs traditions. Le Saint-Office supervisait indirectement ces processus et, lorsqu'il s'agissait de métis ou d'Espagnols impliqués dans des rituels indigènes, intervenait sévèrement. Le contrôle intellectuel fut tout aussi strict. Les ports américains furent soumis à un contrôle rigoureux des livres, empêchant l'entrée d'œuvres protestantes ou scientifiques considérées comme dangereuses. Des universités comme celle de Mexico ou celle de San Marcos à Lima devaient se conformer au programme approuvé par la Suprême. Le tribunal agissait avec une sévérité particulière face aux textes remettant en question l'autorité ecclésiastique, la morale chrétienne ou la légitimité de la conquête. L'Inquisition américaine, bien qu'adaptation du modèle européen, conserva le même mélange de bureaucratie, de secret procédural, de coercition et de théâtralité. Ces auto-da-fé, bien que moins spectaculaires que ceux de la péninsule, eurent un fort impact social, surtout à Mexico et à Lima, où des milliers d'assistants observaient les lectures des sentences et les pénitences publiques. À travers ces tribunaux, le Saint-Office étendit son influence sur tout le continent, s'adaptant aux nouvelles réalités sans renoncer à ses principes fondamentaux. Cas célèbres et controversés. Au cours des XVI et XVII siècles, l'Inquisition espagnole accumula des milliers de procès, dont beaucoup étaient routiniers, d'autres profondément complexes, et certains si retentissants qu'ils restèrent gravés dans la mémoire historique. Ces affaires révèlent non seulement la sévérité du Saint-Office, mais aussi les tensions intellectuelles, religieuses et sociales qui traversaient le royaume. Chaque procès emblématique
fonctionne comme une fenêtre ouverte sur une époque où l'orthodoxie était surveillée avec une rigueur absolue et où tout écart pouvait déclencher des enquêtes prolongées, des dénonciations massives et des autodafés de grandes répercussions publiques. Parmi tous ces cas, l'un des plus emblématiques fut celui de Fray Luis de León, figure centrale de l'humanisme espagnol. Né en 1527 et membre de l'ordre des Augustins, il se distingua par son érudition en langues classiques et bibliques. Sa capacité à travailler directement à partir de l'hébreu et du grec lui permit de remettre en question des traductions latines traditionnelles, notamment celle de la Vulgate, ce qui éveilla la méfiance de collègues plus conservateurs. En 1572, après des disputes académiques au sein de l'université de Salamanque, il fut dénoncé à l'Inquisition. Les accusations se concentraient sur sa traduction du Cantique des Cantiques en castillan et sur certaines affirmations doctrinales jugées trop audacieuses. Bien que l'affaire comportât un arrière-plan académique et politique évident, le Saint-Office l'utilisa comme exemple des risques d'une interprétation indépendante des textes bibliques. Fray Luis fut emprisonné pendant presque 5 ans et, bien qu'enfin acquitté, son procès devint le symbole de la tension entre l'humanisme intellectuel et la rigidité dogmatique de l'époque. Un autre cas célèbre, encore plus complexe par sa dimension ecclésiastique, fut celui de l'archevêque Bartolomé de Carranza, archevêque de Tolède et l'une des figures les plus influentes du XVIe siècle. Carranza avait participé au Concile de Trente et était reconnu pour son vaste savoir théologique. Toutefois, ses écrits catéchétiques attirèrent l'attention de secteurs craignant toute déviation doctrinale. On l'accusa d'y contenir des idées proches du protestantisme, accusation gravissime pour la plus haute figure ecclésiastique du royaume. Le procès de Carranza fut exceptionnellement long et tendu. Il commença en 1559 et dura près de 2 décennies, impliquant non seulement l'Inquisition espagnole, mais aussi le Vatican. Il passa des années en détention et fut soumis à des interrogatoires interminables. L'affaire révéla une lutte profonde entre la monarchie espagnole, qui voyait l'archevêque avec suspicion, et Rome, qui craignait un pouvoir inquisitorial excessif. Carranza finit condamné à une peine légère en 1576, mais mourut quelques mois plus tard. Son procès resta l'un des plus controversés de toute l'histoire du Saint-Office. Aux côtés des figures académiques et ecclésiastiques, le Saint-Office intervint également dans des affaires touchant au monde des croyances populaires. Parmi elles, se distinguent les cas liés à la sorcellerie, phénomène qui prit en Espagne une dimension différente de celle observée en Europe. Alors que dans des lieux comme l'Allemagne, la Suisse ou l'Écosse eurent lieu des chasses massives aux sorcières, l'Inquisition espagnole adopta, de manière surprenante, une posture plus sceptique face aux supposés pactes démoniaques. Toutefois, il y eut des exceptions notables, comme le célèbre procès des sorcières de Zugarramurdi en Navarre. En 1610, après des rumeurs répandues dans la vallée du Bastan au sujet de sabbats nocturnes, de pactes avec le diable et de réunions dans des grottes, le Saint-Office ouvrit une enquête qui impliqua plus de 200 personnes. Des dizaines furent arrêtées et soumises à interrogatoire et certaines avouèrent sous contrainte avoir participé à des rituels sataniques. L'affaire culmina lors d'un grand autodafé à Logroño, au cours duquel 11 personnes furent exécutées. Cependant, ce procès provoqua un débat interne au sein de l'Inquisition. L'inquisiteur Alonso de Salazar Frias mena une enquête ultérieure et conclut que de nombreuses accusations étaient le fruit d'une hystérie collective, de rancœur personnelle et de la suggestion. Ce rapport eut un impact profond. Dès lors, l'Inquisition évita les persécutions massives pour sorcellerie et se montra plus encline à considérer la superstition comme une ignorance plutôt que comme une hérésie organisée. Bien que l'autodafé de Logroño demeure un épisode sinistre, il symbolisa aussi un tournant institutionnel vers un scepticisme accru en matière de sorcellerie. Un autre ensemble de procès notoires furent ceux dirigés contre les Alumbrados ou Illuministes, mouvement mystique apparu en Castille et en Andalousie au XVIe siècle. Les Alumbrados défendèrent la possibilité d'un contact direct et intime avec Dieu, sans médiation sacramentelle ni pratique rituelle formelle. Leur insistance sur l'illumination intérieure et la passivité spirituelle fut interprétée par l'Inquisition comme un défi direct à l'autorité ecclésiastique. Des figures comme Isabel de la Cruz et Pedro Ruiz de Alcaraz furent arrêtés et jugés, et le mouvement fut persécuté sévèrement.
L'Inquisition craignait que l'exaltation mystique n'aboutisse à des désordres doctrinaux, surtout à une époque marquée par la peur du protestantisme. Dans plusieurs cas, les alumbrados furent accusés d'inciter à des conduites immorales, de rejeter l'obéissance ecclésiastique ou de réinterpréter des sacrements essentiels. Le Saint-Office se confronta également à des courants intellectuels plus discrets, comme les érasmistes. Erasme de Rotterdam avait joui d'une grande popularité en Espagne durant les premières décennies du XVIe siècle, mais après la Contre-Réforme, ses œuvres commencèrent à être considérées comme dangereuses. Des intellectuels tels que Juan de Vergara, Bernardino Tovar et Alonso de Valdés furent investigués pour avoir diffusé des idées érasmistes, que l'Inquisition considérait comme un passage diffus vers des positions protestantes. Bien que beaucoup d'entre eux ne furent pas condamnés sévèrement, l'atmosphère de suspicion et de surveillance inhiba le développement humaniste dans les universités et milieux académiques. Les procès contre médecins, guérisseurs, astrologues et sorciers occupèrent également une place importante dans les archives inquisitoriales. La médecine traditionnelle coexistait avec des pratiques superstitieuses comprenant amulettes, conjurations et diagnostics astrologiques. Le Saint-Office distinguait entre la médecine acceptée, fondée sur la tradition galénique, et les pratiques considérées comme magiques. Parfois, des médecins juifs convers furent accusés d'utiliser des procédés sorcelleresques, mêlant suspicion religieuse et rivalité professionnelle. Chacun de ces cas révèle comment l'Inquisition devint le miroir des peurs de la société, peur de l'erreur doctrinale, du désordre spirituel, de la dissidence intellectuelle, de la subversion culturelle ou de l'influence étrangère. Mais ils montrent aussi les limites du tribunal et ses tensions internes, la résistance de certains inquisiteurs face au fanatisme populaire, l'intervention de Rome dans certains procès, l'influence du roi sur des affaires spécifiques et la pression constante de secteurs sociaux cherchant à utiliser l'Inquisition pour des intérêts personnels. Le déclin du pouvoir inquisitorial, XVIIe-XVIIIe siècle. Au début du XVIIe siècle, l'Inquisition espagnole demeurait une institution redoutée, respectée et étroitement liée à l'identité politique et religieuse de l'Empire. Ses autodafés continuaient de rassembler des foules, ses tribunaux maintenaient un réseau actif dans la péninsule et en Amérique, et sa capacité à intervenir dans des différents locaux, des affaires morales et la censure intellectuelle semblait intacte. Cependant, sous cette surface d'autorité consolidée, de profondes fissures commencèrent à apparaître. Les changements sociaux, culturels, économiques et philosophiques qui transformèrent l'Europe au XVIIe et XVIIIe siècle touchèrent de plein fouet le Saint-Office, provoquant un déclin lent, irrégulier et chargé de tensions. L'institution ne disparut pas immédiatement. Elle survécut en réalité jusqu'au XIXe siècle, mais son influence s'éroda de manière progressive et irréversible. L'un des facteurs décisifs de ce déclin fut le changement du climat intellectuel européen. La Contre-Réforme avait renforcé l'orthodoxie catholique durant la première moitié du XVIIe siècle, mais à partir de 1650, de nouveaux courants philosophiques commencèrent à pénétrer les cercles intellectuels. Le rationalisme cartésien, la science expérimentale, le scepticisme modéré et les premières lumières de la pensée illustrée. Ces évolutions ne détruisirent pas immédiatement l'autorité religieuse, mais elles la relativisèrent, déplaçant le centre du savoir de la théologie vers la raison, l'observation et la critique. L'Inquisition perçut ce changement et tenta de le contenir par de nouvelles formes de censure, mais ces méthodes commencèrent à paraître obsolètes, même pour certains secteurs du clergé. Les censeurs continuaient d'interdire des livres, mais les textes philosophiques et scientifiques circulaient de plus en plus à travers des réseaux clandestins, des éditions pirates ou des importations discrètes. La lecture privée, difficile à contrôler, devint un acte silencieux de résistance. Des auteurs comme Descartes, Locke ou Montesquieu pénétrèrent en Espagne par des voies informelles et, malgré les interdictions, commencèrent à influencer nobles, magistrats, fonctionnaires et professeurs. Cette pénétration ne constituait pas un défi direct à la foi, mais elle réduisait la capacité du Saint-Office à contrôler la vie intellectuelle. En même temps, le Saint-Office dut faire face à des transformations dans la structure du pouvoir monarchique. La mort de Philippe II, en 1598, marqua la fin d'une période durant laquelle la monarchie voyait l'Inquisition comme un instrument indispensable de sa politique unificatrice.
Sous les Austria mineurs, en particulier Philippe IV et Charles II, le tribunal conserva une importance, mais il commença à se heurter à un appareil d'État de plus en plus désireux de centraliser l'administration sans ingérence d'institutions ecclésiastiques autonomes. La Suprema demeurait puissante, mais son influence se figea. Les Bourbons, arrivés avec Philippe V après la guerre de succession, accélérèrent ce processus. Influencés par les modèles administratifs français, ils cherchèrent à moderniser l'État par des réformes fiscales, militaires et éducatives. Bien que Philippe V n'ait pas dissous l'Inquisition, il commença à limiter sa marge d'action, donnant la priorité à ses propres conseils royaux. L'institution, qui avait été un outil clé dans la construction du pouvoir des rois catholiques, commença à paraître un obstacle à la centralisation bourbonienne. La situation fut aggravée par le déclin économique et démographique de l'Espagne. L'expulsion des Morisques, la chute de la production agricole, la crise de l'argent américain et la concurrence commerciale internationale plongèrent la péninsule dans une décadence prolongée. L'Inquisition, qui dépendait en partie de la confiscation de biens et des amendes imposées aux condamnés, vit ses ressources financières diminuer. Beaucoup de tribunaux locaux commencèrent à fonctionner avec des budgets réduits, un matériel dégradé et moins de personnel. La machinerie procédurale, autrefois redoutée pour son efficacité, commença à montrer des signes d'usure. À partir du milieu du XVIIe siècle, le Saint-Office subit également un changement dans le profil des accusés. Les grands procès pour judaïsme ou protestantisme avaient diminué, et les affaires qui remplissaient alors les tribunaux concernaient des délits mineurs tels que blasphème, proposition hérétique, bigamie, superstition ou faute morale. Bien que ces procès continuassent d'avoir un impact social, ils ne possédaient pas l'importance politique ou doctrinale des causes du siècle précédent. L'Inquisition devint de plus en plus un tribunal de correction des mœurs plutôt qu'un arbitre de la foi. Ce changement réduisit son prestige. L'un des coups les plus significatifs portés à son autorité vint du cas du bienheureux Fray Benito Jerónimo Feijoo, moine bénédictin et l'un des premiers penseurs espagnols de l'Illustration. Ses essais rationalistes, critiques envers les superstitions populaires, furent attaqués par des secteurs conservateurs, mais l'Inquisition évita de le poursuivre formellement. Cet épisode révéla une nouvelle réalité. Persécuter des idées modérées et raisonnées pouvait susciter un rejet social et nuire à l'image du Saint-Office. L'institution commença à agir avec plus de prudence, consciente que l'opinion publique cultivée n'acceptait plus son autorité intellectuelle sans questionnement. D'autres affaires révélèrent des tensions encore plus profondes. En 1766, lors de l'émeute d'Esquilache, courut la rumeur que l'Inquisition soutenait le peuple contre les réformes bourboniennes. Toutefois, l'institution resta à l'écart, démontrant qu'elle avait perdu la capacité d'intervenir de manière décisive dans les conflits sociaux. En 1767, lorsque Charles III expulsa les Jésuites, l'un des ordres les plus puissants et influents du monde catholique, l'Inquisition ne put ni l'éviter ni interférer. Ces épisodes marquèrent un signe clair de sa perte d'influence politique. Le coup définitif vint avec les réformes illustrées de Charles III et Charles IV. La monarchie impulsa des commissions d'enquête, des académies scientifiques, des universités rénovées et de nouvelles politiques éducatives qui cherchaient à remplacer le contrôle théologique par une approche plus rationnelle. Les sciences naturelles, la médecine moderne, l'économie politique et la philosophie commencèrent à occuper des espaces qui avaient auparavant été exclusivement ceux de la théologie. L'Inquisition tenta de s'adapter, mais ces mécanismes étaient incompatibles avec l'esprit critique du XVIIIe siècle. Le tribunal entra dans une phase de paralysie fonctionnelle. Ses procès diminuèrent en nombre, ses sentences devinrent moins sévères et les autodafés disparurent presque comme événement public. Les bûchers, symbole extrême du pouvoir inquisitorial, cessèrent pratiquement d'être utilisés. Au lieu de grandes persécutions, le Saint-Office se consacra à des affaires ponctuelles de propositions hérétiques, délits moraux ou censure littéraire, de plus en plus contestées par la société. L'Inquisition continuait d'exister, mais elle était désormais un organe anachronique dans un monde qui avançait vers de nouvelles formes d'autorité. Son déclin coïncida avec l'émergence d'une monarchie de plus en plus sécularisée
et avec l'arrivée d'une philosophie politique qui remettait en question la légitimité des châtiments pour motifs religieux, ce qui entraîna une disparition progressive et persistante de l'institution, pratiquement désarticulée jusqu'à la Révolution française, lorsque, avec la chute des monarchies, le pouvoir ecclésiastique perdit la plus grande partie de son autorité.